Pour notre premier numéro, on va parler du Black History Month. Bienvenue dans le cadre. Ce mois de février, nous serons en compagnie de l'historien Hamzat Boukari Yabara. Peux-tu te présenter ? Oui, je m'appelle Hamzat Boukari Yabara, donc je suis originaire du Bénin et de la Martinique. Je m'intéresse vraiment à l'histoire des peuples africains et afrodescendants, donc j'ai un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. Et ma première question va être très simple. Aujourd'hui, en 2024, peut-on parler d'un phénomène Black History Month ? Alors, absolument. Alors, le mois de l'histoire noire, c'est un événement qui est né aux États-Unis. Bon, il y a toute une généalogie de l'histoire de ce mois. Alors, le mois de l'histoire noire aux États-Unis, il est institutionnalisé depuis 1976. Donc, il a été créé en 1926, d'abord dans le cadre d'une semaine de l'histoire noire par Carter Woodson. Et depuis 1976, c'est un événement mensuel où dans toutes les écoles des États-Unis, eh bien, on met en avant cette partie de l'histoire qui est une histoire américaine, c'est-à-dire que eux l'ont intégré dans la grande histoire des États-Unis, et on met en avant les figures noires qui ont marqué l'histoire des États-Unis, les inventeurs, les écrivains, les personnalités. Donc tous ces éléments-là sont mis en avant. Et donc le mois de l'histoire noire est à la fois un mois populaire, un mois officiel, et en même temps un mois, on va dire, de marketing, puisque derrière toute cette culture noire, il y a également du business. On est aux États-Unis, c'est le pays du capitalisme, et donc on va aussi capitaliser sur l'histoire des Noirs américains. Donc on verra aussi des multinationales, notamment, s'approprier un peu cette histoire, la mettre en scène et s'acheter parfois une forme de conscience raciale. Mais c'est vrai que tu l'as dit, on a une véritable appropriation, je sais pas si c'est le mot exact, pour cet événement-là, parce que des multinationales comme Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution à l'échelle mondiale, fait des choses dans ce sens-là. On le voit bien avec Nike, qui notamment fait venir quelques paires ici. Voilà, là on a notamment une paire de Nike Composite qui est sortie pour l'événement. Voilà, donc là ils ont noté ici Black History Month un peu partout. C'est un collector. Ouais, bon, on peut dire ça. Même là, pareil, une paire qu'ils ont fait avec Jordan, une Spike, donc c'est partenariat qui est avec Spike Lee. Donc c'est vrai qu'on a vraiment tout un champ qui s'est développé, en tout cas sur le plan économique. McDo, moi je me souviens que quand j'avais été aux États-Unis, j'ai tombé sur ça. C'est des dessous de plats. Et là, on voit bien que ils essaient de faire des choses. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une pyramide au centre. Il y avait que des figures afro-américaines qui sont représentées, quoi. On le voit bien d'ailleurs, ils l'ont noté, hein. Face of Black History, d'ailleurs, j'en ai vu, tiens, t'en fais là, je jeter un petit coup d'œil. Donc on a vraiment des choses qui se font dans ce sens-là. L'année dernière, j'ai notamment été invité par un ami à moi qui s'appelle Boubacar dans les locaux de Google. Et ils avaient tenté de faire des choses aussi. Et ils avaient fait venir Passy, Harry Roselmack. Moi, j'avais assisté à l'événement où Passy était intervenu, donc il racontait un petit peu son parcours, ses réalisations. Donc on voit bien que ce sont beaucoup les multinationales américaines qui sont dessus, mais pas que, parce qu'on a aussi des marques comme Adidas, comme Puma, qui le font, et pourtant ce sont des marques européennes. Tu vois, mais moi, le cas qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est celui où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un investissement, c'est du côté de chez Apple. Apple, ils ont vraiment mis en place tout un programme. Ils ont mis en place notamment un bracelet d'Apple Watch où c'est écrit Unity, aux couleurs du drapeau panafricain, rouge, noir, vert. Et en fait, on sent qu'il y a vraiment une implication. C'est-à-dire que quand je lis ça, je me demande même, est-ce que c'est vraiment Apple qui promotionne ça tellement c'est engagé. Ils ont notamment mis en place un programme. Donc le nom du programme, c'est Black Unity, la collection Black Unity. Et ils ont un programme de fitness communautaire. Et on peut également télécharger des jeux vidéo sur l'application. C'est également communautaire. Il y a aussi tout un programme autour du cinéma, des séries télévisées. Mais c'est encore très communautaire. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi un tel engagement de ces marques-là ? Est-ce que il y a vraiment une envie de soutenir le mouvement, de soutenir la communauté, ou alors c'est vraiment pour prendre des parts de marché, faire du placement de produits, ou alors travailler leur image de marque ?
En fait, il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que la question de l'image de marque, elle est importante parce que la communauté noire aux États-Unis, ce sont aussi des célébrités qui sont milliardaires, qui sont très suivies, qui peuvent aussi faire tomber une marque. Donc, c'est important de soigner justement l'image de marque, la réputation. Dans un contexte où la question du racisme est très présente, hein. On a des procès qui donnent lieu à des condamnations, des millions de dollars. Donc c'est important pour n'importe quelle multinationale d'avoir dans son organigramme quelqu'un qui s'occupe de ces questions-là. Le Black History Month, il est pensé à l'avance, il est institutionnalisé, comme je disais, depuis 1976, au niveau même de la Maison Blanche. Donc dans chaque multinationale, on a sans doute des bureaux, des départements qui sont tournés vers les communautés ethniques. Deuxièmement, des parts de marché. On a quelques 40 millions de Noirs aux États-Unis, donc ça représente un marché important, un marché également culturel. Et donc il s'agit de répondre à une demande sociale. Il s'agit également d'adapter des produits, mainstream à cette culture-là. Donc, on va voir apparaître dans les McDo le soul food, c'est-à-dire la nourriture afro-américaine, qui va être un peu remasterisée et vendue justement pendant ce mois-là dans les McDo. Et on a évidemment une volonté de développer, je dirais, l'offre qui est faite dans le cadre de ce Black History Month. Et donc on voit bien qu'il y a derrière cette appropriation de la culture noire, la volonté également de maîtriser économiquement tout ce qui va avec cette culture. Et ça pose pas mal de soucis parce que lorsque vous avez une culture dont vous n'êtes pas dépositaire sur le plan économique, vous avez en fait une culture qui suit l'économie de personnes qui finalement orientent votre culture. Alors en parallèle, on a aussi dans la communauté noire des approches afro-centrées qui elles sont indépendantes justement de ces multinationales, mais qui, je dirais, sont moins mainstream. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Black History Month, il s'adresse pas que aux Noirs. C'est vraiment tous les États-Unis qui sont dedans. Et donc, on va avoir effectivement des Blancs qui vont être dans le Black History Month parce que c'est quelque chose qui est devenu national. Et donc, du coup, là, la part de marché, elle n'est plus tellement que spécifiquement les Noirs, mais c'est vraiment l'ensemble du marché américain. Et là aussi, je pense que ça pose aussi des questions sur le sens originel du Black History Month. Je pense également que le rôle des multinationales dans l'internationalisation du Black History Month joue beaucoup. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui fidèle au message originel? Est-ce qu'on est encore dans ce pourquoi ça a été créé? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous situer d'ailleurs un petit peu l'origine du Black History Month? Comment ça a été créé? Pourquoi? Comment? Alors le fondateur du Black History Month s'appelait Godwin Carter Woodson. Donc c'est un homme qui est né en 1875 en Virginie. Ses parents étaient affranchis, donc d'anciens esclaves libérés au moment de l'abolition. Illettré, analphabète, donc ses parents n'avaient pas l'éducation, comme on dit. Lui va se former de manière autodidacte. Après avoir travaillé notamment auprès de son père dans le monde paysan. Et à un moment, il va partir quelques années en Philippines, il va voyager en Europe, en Asie, et lorsqu'il revient aux États-Unis, il lance un programme, il devient principal dans un petit établissement, il lance un programme pour valoriser l'histoire des Noirs en constatant que les historiens blancs, quand ils écrivent l'histoire des États-Unis, eh bien ils effacent régulièrement tout ce que les Noirs ont fait. Et Godwin Carter Woodson décide de produire des fascicules, des petits livres, des ouvrages qui vont remettre en avant l'importance des figures noires dans l'histoire, donc les ingénieurs, les inventeurs, etc. Et progressivement, en 1915, il va créer une association, donc l'association pour l'étude de la vie et de la culture nègre, à partir de laquelle vont se déployer des antennes, des sections, des petits cercles d'études, où ces ouvrages, ces fascicules vont être utilisés par des enseignants noirs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, on a vraiment deux civilisations. Il y a la civilisation blanche et la civilisation noire. C'est vraiment le résultat, la conséquence de l'esclavage et de la ségrégation. Et donc vous avez des écoles pour les blancs, des écoles pour les noirs. Et généralement, dans les écoles pour les noirs, vous avez les livres en plus mauvais état possible, des conditions matérielles les plus mauvaises, les plus dégradées. Et donc lui, il va vraiment se focaliser sur ces écoles noires en leur apportant des ouvrages, de la connaissance, des supports.
Et progressivement, la semaine de l'histoire noire, donc qui est située autour des 12 et 14 février, en référence aux dates de naissance de Frédéric Douglass et Abraham Lincoln. Donc Abraham Lincoln, le président qui a aboli officiellement l'esclavage en 1863 aux États-Unis, et Frédéric Douglass, qui était un grand abolitionniste, qui est considéré comme le 5e père fondateur des États-Unis, noir américain. Et cette semaine va progressivement prendre de l'importance du fait justement des réseaux afro-américains, de l'apparition d'un plus grand nombre d'historiens noirs autodidactes, et va commencer aussi à contester l'hégémonie blanche de l'écriture de l'histoire des États-Unis. Et donc en 76, sous Carter, donc lorsque les démocrates arrivent, ils décident effectivement d'officialiser le Black History Month, et d'en faire donc tout un mois au cours duquel cette histoire est mise en avant. Carter Woodson, lui, décède en 1950. Il est considéré comme le père de l'histoire noire américaine. C'est le deuxième noir docteur de l'université Harvard, après W.E.B. Du Bois. Et je pense que ce qu'il a produit, ce qu'il nous a laissé, notamment son ouvrage The Miseducation of the Negro, la mauvaise éducation du nègre, est très important parce qu'il explique que selon l'éducation que l'on vous donne, vous serez conditionné dans votre vie. Si on vous apprend que votre place est de rester dans le coin, eh bien vous allez toujours rester dans le coin. Mais si dans l'enseignement on vous explique que votre place est au centre, eh bien plus vous grandirez, plus vous aurez, je dirais, confiance en vous, vous aurez une estime de vous-même et vous serez en capacité de réussir dans tous les domaines. Et c'est un peu le message, je dirais, qu'il voulait lancer aux enfants. Ce mois-là, c'est votre mois, il doit vous aider à vous situer dans l'histoire, à vous construire une sécurité morale, mentale et intellectuelle, et vous donner aussi un grand nombre de références historiques, d'exemples, de modèles d'hommes et de femmes qui ont changé l'histoire pour que vous-même vous disiez nous pouvons changer l'histoire. Et donc du coup sur cette décennie 1915-1925, on a un renouveau de la conscience nègre, un intérêt croissant pour l'histoire noire et une demande sociale très forte justement pour cette histoire-là. Et donc ça va servir, je dirais, d'infrastructure à la fois à l'association mise en place par Carter Woodson et en même temps de point de départ du réseau qui va ensuite donner effectivement la Negro History Week, qui veut également se positionner, se situer, et qui a besoin de l'éducation, de l'outil social qu'est l'éducation pour se constituer en classe moyenne et en petite bourgeoisie. Et donc Carter Woodson rentre un peu dans tout cet espace-là qui fait que ce qui va permettre à la semaine de l'histoire noire de devenir le mois de l'histoire noire, c'est parce que sur un demi-siècle, entre les années 20 et les années 70, on a une communauté noire qui a les moyens, qui veut consommer sa propre culture, qui veut acheter ses livres, qui soutient ses auteurs, qui permet à ce mouvement de tenir. Parce que s'il n'y avait pas cette communauté, ces classes sociales-là, il y a très peu de chances pour que le mois ait pu tenir sans le soutien et dans l'adversité du gouvernement américain, qui était un gouvernement raciste et ségrégationniste. Est-ce que selon toi, le Black History Month va arriver en France ? Alors, il y a déjà eu des tentatives de mettre en place un Black History Month. On peut citer l'universitaire Maboula Soumaoro, qui avait créé une association Black History Month, je crois, il y a une dizaine d'années. Il y a sans doute des initiatives ici ou là. Au niveau de la Guadeloupe, il y a le mois de l'Afrique, qui est un peu différent justement de ce Black History Month, qui touche un territoire qui est différent parce que l'histoire de l'Afrique ou l'histoire des Noirs fait davantage sens, je dirais, en Guadeloupe que ici au niveau de l'Hexagone, même si évidemment il n'y a pas, il n'y a pas de différence en tant que telle en termes de contenu historique. En Angleterre, ils ont leur Black History Month, qui est plutôt au mois d'octobre, parce que c'est lié, je dirais, à leur propre, leur propre vision de cette histoire-là. Et donc, ce cadre du mois de l'histoire noire, il est, je dirais, tout à fait adapté, vraiment à une demande sociale, aussi à un contexte particulier qui est celui de la France, qui est une histoire très liée à l'Afrique, aux Outre-mer, à la question noire, mais qui n'est pas suffisamment abordée. Donc j'ai tendance à penser que le phénomène Black History Month est important,
mais il est malheureusement trop sous-estimé parce que soit on a l'impression de copier les Américains, c'est-à-dire que l'histoire des Noirs de France n'est pas celle des Noirs américains, soit on est un peu, je dirais, dans une position ambiguë liée à la dimension républicaine de la France, qui considère qu'en tant que Noir, on ne doit pas constituer une communauté et on ne doit pas s'appuyer sur notre histoire. Or, l'histoire est le point de départ de toute construction communautaire. Vous avez une histoire des Italiens de France, des Portugais de France, de toutes les communautés qui sont ici. Mais dès qu'il s'agit de parler des Noirs, c'est un peu plus problématique du fait précisément notamment de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire coloniale de ce pays. La question que je me pose, et tu l'as un petit peu évoqué, c'est de savoir est-ce que le Black History Month n'a du sens que dans les pays où les Noirs sont minoritaires, ou il a du sens aussi en Afrique, par exemple? Alors, le Black History Month, techniquement parlant, il a du sens partout. Alors, c'est important de préciser, parce que souvent on dit on va faire le Black History Month et les gens vont dire oui, mais un mois sur l'histoire des Noirs, c'est rien du tout, ça devrait être toute l'année. C'est ce qu'a dit Morgan Freeman notamment. Oui, mais rien n'empêche en soi de faire toute l'année dans le modèle du Black History Month. Ça, rien ne nous empêche. Là, c'est juste un mois qui est institutionnalisé, où on est certain que pendant ce mois-là, les enfants, vulgairement, ils bouffent de l'histoire noire, quoi. Voilà, c'est vraiment au menu. Peut-être que les 11 mois, il y en a ou il y en a pas, mais au moins, on sait que le mois de février, c'est vraiment le mois où il faut mettre le paquet dessus. Donc c'est toujours bien quand même d'avoir un mois, entre guillemets, réservé, où on est sûr et certain que l'enfant qu'on met à l'école, au moins ce mois-là, il sera mis à jour sur l'histoire noire. Après, dans l'idéal, effectivement, c'est toute l'année. En Afrique, c'est encore différent parce que déjà on devrait apprendre l'histoire de son peuple, de son pays, de son territoire et de l'Afrique de manière générale, ce qui n'est pas toujours le cas. Et deuxièmement, l'enseignement de l'histoire est, je pense, l'objet de beaucoup de batailles et de beaucoup de blocages. Du fait encore d'une dimension coloniale dans son approche. Le Black History Month, je pense qu'il va arriver en Afrique. Il est déjà sans doute un peu présent dans quelques pays, de la même manière qu'on a vu Kwanzaa débarquer des États-Unis, arriver ici un peu en Europe et commencer à apparaître également en Afrique. Je pense que la diaspora va aussi jouer un rôle dans la manière dont ce Black History Month pourrait se développer. Et en dernier lieu, je pense aussi que ce Black History Month peut faire partie, et c'est là où c'est important de le contrôler, d'un outil de l'impérialisme culturel américain. C'est-à-dire que si vous allez effectivement dans n'importe quel pays africain, que vous allez voir l'ambassade des États-Unis, que vous dites nous on veut faire le Black History Month, je dis n'importe quoi, au Zimbabwe, ils vont dire OK. Parce que ça fait partie de l'ADN des États-Unis et que c'est un moyen de soft power, de passer par l'histoire noire américaine pour, je dirais, reconstruire un récit qui montre justement les États-Unis comme ce pays de la liberté, ce pays exceptionnel où, en tant que Noir, vous voyez, vous êtes venu dans les bateaux, mais aujourd'hui vous êtes milliardaire, vous avez, il y a cette dimension-là que je perçois parce que ce n'est pas du tout la France ou l'espace francophone qui va produire cet ADN du Black History Month. C'est vraiment lié à une situation historique particulière des Noirs aux États-Unis. Nous nous laissons sur ces mots de Hamzat Boukari Yabara qui va nous parler de son actualité. Oui, alors je vais partir en Guadeloupe pour l'ouverture du mois de l'Afrique avec l'association Racine. Donc c'est la 15e édition de ce mois de l'Afrique au cours duquel il y aura une série de conférences. Donc j'en donnerai 2 notamment sur le panafricanisme. Il y aura également des activités culturelles. Je pense que c'est très important que ce mois de l'Afrique puisse avoir lieu en Guadeloupe. Il y avait eu un projet il y a quelque temps d'une école panafricaine en Guadeloupe qui avait été malheureusement recalé, refusé par les autorités françaises. Mais c'est important que l'on garde justement une approche populaire de cette histoire et que le mois de l'Afrique puisse être justement le lieu, le moment de rendez-vous. Donc on va un peu travailler sur comment à partir de la Guadeloupe produire quelque chose, je dirais, d'équivalent à ce qui peut être ce mois de l'histoire noire aux États-Unis. Merci Hamzat. Chaque année, l'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Noirs, créée par Carter G. Woodson, détermine une thématique pour le Black History Month. Cette année, ce qui a été choisi, c'est les arts. Et c'est pourquoi les 3 prochaines émissions seront consacrées à cette thématique. Ainsi se referme le cadre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.